Il y en a donc 7000. Alors chacune isolément représente peu de personnes, relativement peu de personnes, encore que la myopathie de Duchenne par exemple, c'est probablement 20-30 000 personnes en France. En fait, on n'a même pas les chiffres exacts. Mais si on les met bout à bout, toutes ces maladies, ça représente 3 à 4% des naissances. C'est 3 millions de personnes en France, 30 millions de personnes en Europe. Alors, à titre comparatif, et ce n'est pas du tout de la polémique, hein, mais à titre comparatif, il y a autant de personnes touchées par les maladies rares en Europe que de personnes touchées par le virus du sida dans le monde. Et on parle de maladies rares, négligées, pour lesquelles il n'y a pas de traitement et auxquelles personne ne s'intéresse. C'est un vrai problème de santé publique parce que ça concerne beaucoup de monde. Et ce sont souvent des personnes qui ont du mal à s'insérer dans la société. Je vous passe les détails. Alors, maintenant, les maladies neuromusculaires. Sur ces 7000 maladies rares, on dit souvent la myopathie, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une maladie, mais ce sont au moins 200 maladies différentes. Les maladies neuromusculaires, les myopathies. Ce sont des maladies qu'on dit multisystémiques, c'est-à-dire qu'elles touchent non seulement les muscles, mais elles touchent aussi d'autres organes, très souvent, pas uniquement les muscles. Elles sont très hétérogènes, il y a beaucoup de maladies différentes, avec des causes différentes, donc ça ajoute à la complexité. Et puis pour essayer de traiter ces maladies, il faut vraiment de l'innovation, c'est pas avec un comprimé d'aspirine qu'on va pouvoir traiter les myopathies. Donc ça fait beaucoup de défis devant nous. Et l'association a échafaudé cette stratégie dès le premier Téléthon. Le premier Téléthon date de 1987, lorsque cette quantité d'argent est arrivée à l'AFL. La stratégie a été établie, elle n'a pas changé depuis. C'est une stratégie d'intérêt général. Il s'agit de mettre au point des outils, de comprendre les mécanismes. C'est non seulement utile pour comprendre les maladies rares et puis pour mettre au point des traitements pour ces maladies, mais je vais vous le montrer, ça sert bien au-delà des maladies rares à des maladies très fréquentes, à chacun d'entre nous. Ces outils sont utilisés par la communauté scientifique, les découvertes servent bien d'autres maladies, c'est une stratégie d'intérêt général. Des efforts conséquents, bien ciblés, et qui portent leurs fruits, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc les chiffres, l'argent du Téléthon, grosso modo, depuis quelques années, c'est à peu près 100 millions d'euros. Alors 100 millions, c'est énorme, mais vous verrez, et je le montrerai à la fin, c'est une goutte d'eau dans les besoins. Et en dehors des frais de gestion, des frais de collecte, plus de 80%, c'est les missions sociales, et la majorité des missions sociales, c'est la recherche, pour 70 millions d'euros. Et vous avez la répartition. À peu près la moitié va aux bras armés. C'est des grands laboratoires financés parfois à 100% par l'AFL, comme Gineton, et je vais en reparler des bras armés. C'est des appels d'offres à projets. Il y a à peu près 200 programmes de recherche qui sont financés chaque année, 100 bourses de jeunes chercheurs. Aujourd'hui, c'est 2500 chercheurs qui ont bénéficié de bourses de thèse, de bourses de postdoc. Moi-même, j'ai été un boursier de l'AFL. Et beaucoup d'entre eux consacrent leur vie de chercheurs à la recherche sur les maladies neuromusculaires ou les maladies rares. Et puis c'est des actions stratégiques, c'est des programmes d'importance, je vais en montrer quelques-uns. Évidemment des essais cliniques, ça c'est très lourd et très coûteux, ça prend beaucoup de temps. Et ça suppose aussi beaucoup de partenariats avec l'INSERM, le CNRS, les universités, avec l'industrie, avec d'autres associations, autant au niveau français qu'au niveau international. Et tout ça passe par les Fauches Codines, un conseil scientifique qui est complètement indépendant. C'est des experts qui viennent du monde entier. C'est une base de données de 5000 experts, un conseil scientifique de 100 personnalités scientifiques et qui évalue les projets. Et donc la stratégie. Imaginez, le premier Téléthon 1987, on ne connaissait qu'un seul gène à l'origine d'une maladie génétique neuromusculaire, c'était le gène de la myopathie Duchenne qui venait d'être découvert, et c'était tout. On ne savait rien d'autre, c'était le désert. Donc il fallait comprendre les maladies, identifier en particulier les gènes à l'origine de ces maladies, et pour ça il fallait regrouper les patients, créer des banques d'ADN,
Et puis cribler le génome, à l'époque, ça n'existait pas, personne n'avait fait ça. Une fois qu'on a commencé à identifier les gènes, à comprendre les mécanismes, c'est des pistes thérapeutiques potentielles, le gène lui-même, mais aussi tous ces mécanismes. Donc issus de la connaissance des gènes, des thérapies, que ce soit des thérapies cellulaires, de la thérapie génique, de la pharmacologie classique, des molécules, les amener en clinique, faire des preuves de concept, démontrer que ça peut marcher sur un petit nombre de maladies, puis ensuite ouvrir le champ à de plus en plus de maladies. On ouvre des portes, on ouvre le champ d'application. Non seulement sur des maladies rares, mais on ouvre le champ sur beaucoup plus de maladies, c'est ce que je vais vous montrer. Alors en 90, le laboratoire Généton a été créé avec les fonds du Téléthon. Généton, c'est un laboratoire aujourd'hui de plus de 200 personnes, et à l'époque, la mission de Généton, c'était mettre au point les outils pour cribler l'ADN, pour cribler le génome humain, pour identifier les gènes. Et c'était pour la première fois au monde un système complètement industrialisé, robotisé. C'est des robots qui travaillaient à mettre au point tous ces outils pour cribler le génome humain, pour identifier tous ces gènes. Ça fait peur d'ailleurs au conseil scientifique de l'époque, qui était très réticent. C'est vraiment le conseil d'administration de l'AFM, qui est composé toujours aujourd'hui uniquement de malades et de parents de malades, qui a pris cette décision, qui a vraiment poussé. Et donc ce laboratoire a vu le jour pour la première fois au monde, un laboratoire criblé le génome humain. Et en 1992, les premières cartes du génome sont sorties. C'est la publication scientifique la plus citée dans le monde pendant 10 ans. Autrement dit, un travail majeur. Il n'y a pas de découverte scientifique qui ait eu un tel retentissement dans la communauté scientifique. Pendant 10 ans, le papier scientifique le plus cité. Jean Weissenbach, vous voyez ici, il est là. Jean Weissenbach a eu la médaille d'or du CNRS l'année dernière, il y a 2 ans, pour ces travaux-là. Et à partir de là, on a commencé à identifier les gènes, et ça a été une explosion, puisque aujourd'hui, les 3/4 des gènes à l'origine de maladies neuromusculaires sont connus, près de la moitié des gènes à l'origine de maladies rares sont connus, et il n'y a pas un laboratoire de biologie moléculaire dans le monde qui n'utilise pas les sondes, les outils qui ont été mis au point par Généton. Et c'est toute la connaissance en matière de biologie qui a explosé grâce à ça. Mais Généton, c'est un des bras armés. Aujourd'hui, la mission de Généton, ce n'est plus de cribler le génome humain, parce qu'une fois que ces découvertes avaient été faites, ces outils étaient mis au point, ce n'était pas la vocation de l'association de continuer à identifier les gènes. Donc ces outils ont été donnés à l'État, ils ont été transférés au Centre national de séquençage, au Centre national de génotypage, à Évry, à côté de Généton. Et c'est l'État qui a pris ça en main et qui a continué ce travail. Et ça a permis à l'AFM de se concentrer sur sa mission principale, c'est guérir, trouver des traitements. Et donc la mission de Généton, aujourd'hui, elle est très ciblée, c'est thérapie génique. Mais il y a bien d'autres programmes de recherche qui ne sont pas de la thérapie génique. Un autre bras armé de l'association, c'est l'Institut Myologie, là aussi un centre unique, il est à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. C'est un centre où on trouve au même endroit la prise en charge de malades, c'est un centre de référence labellisé, neuromusculaire, 2 unités INSERM de recherche fondamentale sur le muscle, un centre d'investigation clinique pour les essais cliniques et un centre de formation pour les neurologues à la biologie. Tout ça en un même endroit. Et il y a beaucoup d'innovations qui sortent de l'Institut Myologie, beaucoup de choses dont on parlera dans les années qui viennent. Et puis plus récemment, ISTEM, laboratoire qui travaille sur les cellules souches, qui est à Évry, 85 personnes. C'est financé à moitié par l'AFM, à moitié par l'État. Alors on a beaucoup tapé sur l'AFM parce qu'on parle de cellules souches, mais personne n'a pensé à dire, mais au fond, les 50% restants, c'est qui? C'est l'État. Et ISTEM travaille sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches adultes humaines. Et j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. C'est tout un réseau de centres cliniques à travers le pays et dans les dom-toms pour pouvoir assurer une prise en charge la meilleure possible pour les malades et aussi, et de plus en plus maintenant, pour les essais cliniques. Alors maintenant, je vais illustrer par l'exemple à quoi sert l'argent du Téléthon. Ce topo va être divisé en 3 parties. La première partie, c'est grâce aux recherches, on comprend la cause de maladie et on comprend des mécanismes fondamentaux de la biologie. Ça sert les connaissances en matière médicale, de manière très large.
Et puis, toutes ces approches thérapeutiques, c'est des concepts innovants, c'est des nouvelles technologies qui émergent et qui vont servir à bien d'autres maladies. Et la dernière partie, c'est des traitements qui font leurs preuves sur des maladies rares et qui, une fois qu'ils ont fait leurs preuves, vont pouvoir être utilisés aussi pour des maladies fréquentes. Première partie, comprendre la cause, comprendre à quoi sert finalement un gène. Alors, ce que vous voyez là, c'est des souris. Alors, c'est des souris qui, si on éteignait la lumière, elles seraient fluorescentes ou phosphorescentes parce qu'on leur a mis un gène qui les rend lumineuses. Et en fait, les chercheurs, pour comprendre à quoi sert un gène, finalement, en général, ils inactivent ce gène, ils regardent les conséquences biologiques de l'inefficacité de ce gène. Ce gène ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça donne chez la souris? Et donc ça renseigne sur la fonction du gène. Mais c'est dans un contexte animal, c'est pas exactement tout à fait un être humain. Enfin, il y a des animaux qui... Enfin bon, je passe. Mais il se trouve qu'une personne atteinte d'une maladie génétique, elle a exactement la même chose, il y a un de ces gènes qui ne fonctionne pas. Et là, on est dans le contexte humain. Et donc, ça renseigne sur la fonction de ce gène chez l'homme. Et au fond, comprendre le rôle ou les raisons d'une maladie génétique renseigne sur la fonction des gènes et donc renseigne sur la biologie fondamentale. Exemple, et là c'est pas une maladie neuromusculaire, mais c'est un exemple historique, c'est le premier exemple d'une maladie génétique qui a permis une découverte fondamentale. C'est ce jeune enfant est atteint d'un cancer de l'œil, qu'on appelle le rétinoblastome. Le gène a été découvert dans les années 70, il s'appelle RB, et c'est un gène qui joue un rôle clé dans la division des cellules. Et en fait, on a commencé à comprendre comment se passait la division des cellules en mettant le doigt sur ce gène, et il y en a bien d'autres ensuite qui ont été découverts, il y a toute une collection de gènes qui ont été découverts, et en fait, on a commencé à comprendre les mécanismes du cancer. Mais c'est parti d'une maladie rare, d'un cancer très rare. Là, c'est une maladie neuromusculaire, la myotrophie spinale infantile, qui touche le neurone moteur de la moelle épinière. Le muscle fonctionne, mais il ne reçoit pas l'information parce que le neurone qui lui envoie cette information ne fonctionne plus. Parce qu'il meurt ou parce qu'il fonctionne mal. Il y a des stades plus ou moins avancés de cette maladie. Ça va de problèmes qu'on peut trouver déjà in utero, avec une espérance de vie qui ne dépasse pas quelques mois, à des formes adultes avec une espérance de vie normale, mais extrêmement invalidante. Donc c'est une maladie qui est assez variable et extrêmement grave. Et ça me rappelle une petite chose, c'est que une personne sur 50 en moyenne est porteur d'une anomalie dans le gène responsable de cette maladie. Une sur 50. Et ça n'est qu'une des 7000 maladies dont je parle. Alors, le gène a été découvert grâce au don du Téléthon par une équipe parisienne en 95. Et il code une protéine qui est symbolisée ici, cette protéine rouge qui s'appelle SMN. En fait, cette protéine elle joue un rôle clé dans la fabrication des protéines. Toutes les protéines qui sont fabriquées à l'intérieur de nos cellules ont besoin de ce petit complexe de protéines, et la protéine clé là-dedans, c'est SMN. Et donc, sans cette protéine, c'est toute la chaîne de synthèse des protéines qui est perturbée. Et ça, c'est un mécanisme fondamental, encore une fois. Ça ne concerne pas que la myotrophie spinale, ça concerne toutes les cellules partout. Et le partenariat que nous avons avec une équipe américaine à l'université de Pennsylvanie porte sur le criblage de molécules pour essayer d'augmenter la quantité de protéines SMN pour compenser son déficit. Elle est là, mais elle ne fonctionne pas suffisamment bien. Et ce labo a passé un accord avec un géant de l'industrie pharmaceutique, Merck. Alors Merck n'est pas du tout intéressé par la myotrophie spinale, pas du tout. Mais l'accord qui a été passé, c'est toutes les molécules de Merck, 1 200 000 molécules, sont criblées sur des tests qu'a mis au point ce laboratoire. Tout ce qui stimule la protéine SMN, donc qui va être utile pour la myotrophie spinale, le laboratoire de l'université de Pennsylvanie va pouvoir les utiliser, les tester. Ils en ont trouvé une. Et tout ce qui inhibe SMN, donc ça nous intéresse absolument pas. On veut augmenter SMN, mais il y a des molécules qui diminuent SMN. Mais des molécules qui diminuent SMN, ça veut dire qu'elles vont avoir un impact négatif sur la fabrication des protéines dans les cellules. Mais ça peut être intéressant,
Parce que si c'est des protéines de cancer, si c'est des protéines de virus, ces molécules-là qui vont diminuer SMN, c'est des futurs agents anticancéreux. C'est ça qui intéresse Merck. Et donc on est parti d'une maladie rare, la myotrophie spinale infantile, on met le doigt sur un mécanisme fondamental et on intéresse un géant de l'industrie pharmaceutique pour le cancer. Un dernier exemple pour cette première partie, c'est une maladie du muscle qui s'appelle la myosite à infusion. Alors ce que vous voyez ici, c'est une accumulation, là, ces taches ici, c'est une accumulation d'une protéine anormale. Cette protéine, elle a un nom, c'est la protéine bêta-amyloïde. La protéine bêta-amyloïde, c'est la protéine qui est responsable de la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, on retrouve là, au niveau du muscle, dans la myosite à infusion, les mêmes phénomènes qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Et en fait, on a un moyen, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller prélever un peu de muscle que de prélever un peu de cerveau. Enfin, personnellement, j'aimerais pas qu'on en a besoin, quoi. Donc, bon. Le muscle, ça repousse, le cerveau, ça repousse pas. Donc, on peut étudier beaucoup plus facilement la myosite à infusion et les traitements potentiels de la myosite à infusion que l'Alzheimer. Et cette maladie va servir de modèle pour valider des thérapeutiques qui ensuite pourront se décliner dans la maladie d'Alzheimer. Oui, on est parti là aussi de quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Il y a une très grande différence entre le muscle et le cerveau. Je citerai personne. Et j'arrive à la deuxième partie. Des preuves de concept, de nouvelles technologies, de nouvelles approches thérapeutiques qui vont servir à bien d'autres. Et je vais commencer par ce dont on parle beaucoup quand on évoque le Téléthon et l'AFM, c'est la thérapie génique. Et encore une fois, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, la thérapie génique, c'est quoi? C'est très simple, c'est utiliser un gène dans un but thérapeutique, c'est amener un gène dans la cellule malade. Ça se conçoit parfaitement pour une maladie génétique, le gène ne fonctionne pas, on va essayer d'amener la pièce manquante dans le moteur, et comme ça le moteur va fonctionner. Pour ça, il faut le fragment d'ADN qui correspond à ce gène, et il faut être capable de le délivrer dans les cellules comme une enveloppe qu'on envoie à la poste. Là, il faut des systèmes biologiques qui vont protéger ce gène et qui vont l'amener dans les cellules. Et les chercheurs, ne faisant que copier ce qui se passe dans la nature, eh bien, il y a dans la nature des systèmes qui sont capables de faire ça, en particulier les virus. Alors, ce que vous voyez ici, cette petite boule noire, c'est le virus du sida. C'est un HIV, c'est un antivirus. Et ce virus, il a une particularité, quand il rentre dans les cellules, il délivre le matériel génétique du virus dans les cellules. Il va s'intégrer dans l'ADN de la cellule et il y est à vie, parce qu'il est intégré. Et donc, son matériel génétique, il est mélangé au matériel génétique de la cellule. Et c'est intéressant pour traiter une maladie génétique. Et donc, si on déprive le virus de tout ce qui le rend nocif, tous ces gènes qui lui permettent de se multiplier, on les enlève. Et à la place, on met le gène thérapeutique, on transforme le virus en médicament. Et chaque type de systèmes biologiques qui sont développés a ses avantages et ses inconvénients. Ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est un virus qui provoque le rhume, c'est un adénovirus. Puis il y a d'autres virus qui ressemblent beaucoup, qu'on appelle des AAV. Ces virus vont dans pratiquement toutes les cellules. Ils ne s'intègrent pas, donc ils ne vont pas se mélanger au génome de la cellule. Et ils ont un aspect de sécurité intéressant du fait qu'ils ne s'intègrent pas. Mais par contre, il faut administrer régulièrement. Donc ils ont un inconvénient, ils ont des avantages. Et on les utilise aussi beaucoup en thérapie génique parce qu'ils vont dans les muscles en particulier et dans les neurones. Le virus HIV va dans les cellules de la moelle osseuse, dans les cellules du sang, mais il va aussi dans les neurones. Et puis ça, c'est un autre type de vecteur que je ne détaillerai pas parce que je parlerai des autres. Merci, c'est sympa. Alors, de ce qu'on fait avec le virus HIV. Je vous le disais, le virus HIV, il est capable de rentrer dans les cellules de la moelle osseuse. Donc, c'est toute une famille de virus qu'on appelle des rétrovirus qui ont été utilisés dans un premier temps. Le principe, c'est de prélever des cellules de la moelle osseuse, donc par une ponction au niveau de l'os, de les mettre dans une boîte de culture,
ces cellules sont mises en présence du vecteur, c'est-à-dire du virus qui porte le gène thérapeutique. Donc si c'est des cellules malades qui sont utilisées, on les corrige grâce à la thérapie génique, grâce au vecteur. Ces cellules sont corrigées et ensuite elles sont perfusées dans le sang. Elles vont recoloniser la moelle osseuse et elles vont se mettre à fabriquer des cellules du sang qui vont être normales. Et donc, ça a été testé pour la première fois. Le premier essai clinique de thérapie génique dans le monde date de 1990. Et il visait une maladie, une immunodéficience, une maladie des bébés. Et je vais en parler. Et l'équipe d'Alain Fischer à Paris a développé cette approche pour une maladie particulière des bébés bulles qui s'appelle la X-SCID. C'est une forme, il y en a des dizaines, une des formes, mais extrêmement graves, de maladie des bébés bulles. Alors c'est quoi la maladie des bébés bulles? Ce sont des enfants qui naissent sans système immunitaire parce qu'ils ont des globules blancs qui ne fonctionnent pas. Et les globules blancs, c'est les défenses naturelles de l'organisme, c'est ce qui permet de fabriquer des anticorps, c'est ce qui lutte contre les microbes. Et sans cette barrière, sans cette protection, le système immunitaire est inopérant et donc un rhume les tue, une grippe les tue. Ils développent des cancers parce qu'on fait des cellules tumorales tous les jours et notre système immunitaire les rejette tous les jours. Et donc sans système immunitaire, c'est une fragilité extrême et c'est une espérance de vie de quelques mois. C'est des enfants qui meurent au bout de quelques mois. Et ils vivent dans des bulles stériles parce qu'ils ne peuvent pas respirer l'air ambiant, il y a des microbes partout. Tout ce qu'on touche, c'est un microbe. Et donc, eux ne peuvent pas résister aux microbes, donc il faut les protéger dans des bulles stériles. L'air est filtré, la nourriture est stérilisée, et leurs parents, c'est son père ici, ne peuvent pas les toucher, donc c'est au travers de bras dans des grands gants qui peuvent les toucher. Et le seul traitement, c'est les greffes de moelle osseuse. Là, on leur greffe des moelles osseuses de sujets sains, très souvent un par un. Mais il faut quand même des donneurs compatibles. Et donc, il n'y a pas de donneurs compatibles pour tous les enfants. Et les greffes de moelle osseuse ne marchent pas dans tous les cas. On va dire, dans un tiers des cas, ça ne marche pas. Et donc, ces enfants sont condamnés. Et donc, pour essayer de les sauver, l'équipe d'Alain Fischer a mis au point cette thérapie génique que je vous ai expliquée. Et ça a permis de guérir, littéralement guérir, des dizaines d'enfants. Alors, il y a un taux d'échec. Il s'est produit un problème chez un certain nombre d'entre eux, une forme de leucémie, et qui est due au vecteur qui a été utilisé, parce que comme il s'intègre, et par malheur, s'il s'intègre devant un gène de cancer, il y a un risque de provoquer un cancer. C'est ce qui s'est produit chez un de ces enfants est décédé de ça. Mais 95% de ceux qui ont été traités sont guéris et vivent une vie normale. Et ça, il y a eu, et dans la recherche médicale, c'est souvent comme ça, il y a des avancées, il y a beaucoup d'espoir, et puis il y a des premières déceptions, et alors on dit que ça ne marche pas, et on va dire qu'il faut surtout ne pas continuer, mais évidemment les chercheurs sont obstinés, ils continuent, ils améliorent. En 99, il y a eu un décès dans une maladie génétique du foie aux États-Unis, parce que la dose qui avait été utilisée était beaucoup trop élevée, mais il y a aussi des personnes qui meurent du fait de l'aspirine. Je parlais de l'aspirine. L'aspirine, ça peut tuer. Un enfant sur 1 million meurt en prenant l'aspirine. C'est pas pour autant qu'on va condamner l'aspirine. Mais la thérapie génique a été condamnée au début, lorsque les premières difficultés ont été rencontrées. Et il y a eu un cas, une anecdote. Cette personne ici, elle était atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. Elle a été traitée par thérapie génique et elle est décédée au bout de quelques temps d'une infection. Et on a accusé la thérapie génique. Enfin, du moins, on s'est posé la question, mais les journaux ont relayé ça en disant que c'est la thérapie génique qui l'avait tuée. Il a fallu 2 ans de travail pour démontrer qu'en fait, elle était décédée du fait des effets secondaires du traitement qu'elle prenait par ailleurs, qui était un traitement immunosuppresseur, et dont on sait qu'il peut provoquer le type d'infection qu'elle a eu. Alors, ça avait fait la une des journaux, son décès. Par contre, quand la démonstration était sortie que ce n'était pas la thérapie génique qui était responsable de ce décès, personne n'en a parlé. Mais la meilleure réponse, elle est là. La meilleure réponse, c'est voici Alena, c'est une petite fille qui était atteinte d'une maladie des bébés bulles
qui avait été traitée il y a quelques années par la thérapie génique, par une équipe italienne, financée à la fois par le Téléthon français et le Téléthon italien. Elle est guérie aujourd'hui, c'est une petite fille qui va à l'école, qui joue avec ses petites copines, qui fait un rhume, qui fait une grippe et qui s'en remet, comme chacun d'entre nous. Et voilà, c'est ça la victoire des associations. Et puis, je le disais, on ouvre la voie avec des applications qui vont au-delà. La même approche thérapeutique, donc des cellules de moelle osseuse qu'on corrige génétiquement, elle peut être utilisée pour traiter d'autres maladies du sang. Ici, c'est une bêta-thalassémie, c'est une maladie génétique qui touche un gène qui est impliqué dans le transport de l'oxygène par les globules rouges. Là, c'est les globules rouges qui sont touchés. C'est un jeune adulte qui a 19 ans, il va avoir 20 ans aujourd'hui, qui était complètement dépendant des transfusions sanguines. Le seul traitement pour eux, c'est les transfusions de sang. Et c'est d'ailleurs cette maladie qui a donné naissance à la légende de Dracula. C'est il faut du sang. Et donc, bref, Dracula, on n'en entendra plus parler parce que donc, on peut traiter par thérapie génique cette maladie. Cette personne a été traitée il y a 3 ans. Au bout d'1 an, elle n'avait plus besoin de transfusion. Il a commencé à reprendre une activité normale. Il a pu retravailler ce qu'il ne pouvait plus faire. Là aussi, une victoire de cette stratégie thérapeutique. Et il y a une autre maladie qui se caractérise par un défaut dans le même gène que la bêta-thalassémie, c'est la drépanocytose. Et la drépanocytose, ça touche particulièrement les populations noires. Parce qu'il se trouve qu'en Afrique, il y a 2 maladies très prévalentes. C'est la drépanocytose et c'est le paludisme. Et en fait, ceux qui ont la drépanocytose résistent mieux au paludisme que les autres. Et c'est pourquoi on trouve beaucoup plus de drépanocytose dans la population noire qu'ailleurs. Là, c'est pas une maladie rare. En Europe, c'est une maladie rare, mais dans d'autres pays, aux États-Unis et en Afrique, c'est pas du tout une maladie rare. Et donc cette thérapie-là, elle va pouvoir maintenant être testée chez des patients atteints de drépanocytose. Voilà, donc on ouvre la voie sur de plus en plus de maladies. J'ai parlé de la bêta-thalassémie, la drépanocytose ou les immunodéficiences, on s'intéresse aux globules blancs ou aux globules rouges, mais on peut traiter aussi une maladie du cerveau par le même moyen, et c'est l'adrénoleucodystrophie. L'adrénoleucodystrophie, vous connaissez surtout l'association ELA et Zidane qui en est un peu le porte-parole. C'est une maladie qui se caractérise par la dégénérescence du cerveau. Il manque en fait une gaine, c'est un peu comme la gaine des câbles électriques, hein. Les neurones émettent des prolongements électriques. Il y a une gaine qui entoure ces prolongements et du fait d'un défaut génétique, cette gaine n'est pas fabriquée. Et les cellules du cerveau qui participent à la fabrication de cette gaine électrique, en fait, elles viennent du sang. Et ce n'est pas des neurones, mais c'est des cellules du sang qui vont dans le cerveau, qui se différencient en cellules particulières, qui participent à la formation de la gaine qui entoure les prolongements nerveux. Alors ce que vous avez ici, c'est une personne qui est atteinte d'adrénoleucodystrophie, et les taches blanches témoignent de la dégénérescence cérébrale. Et vous voyez qu'avec le temps, ça c'est, on descend un petit peu, à 12 mois, à 18 mois, il y a 24 mois, vous voyez les taches blanches s'étendent. Voici un patient qui a été diagnostiqué, puis traité par thérapie génique, des cellules de la moelle osseuse, mise en présence du gène sain, grâce à un vecteur, virus du sida. Et ces cellules ensuite ont été réinjectées dans le sang. Et voilà, au bout de 12 mois, au bout de 16 mois, au bout de 24 mois, vous voyez que la maladie est complètement arrêtée par la thérapie génique. C'est des travaux qui ont été réalisés par l'équipe de Patrick Aubourg à Paris. Patrick Aubourg avait identifié le gène en 1993 à Strasbourg, à l'IGBMC, dans l'équipe de Jean-Louis Mandel.
avec les fonds du Téléthon, 1993. Il était passé au Téléthon à cette époque-là et on lui avait posé la question, à votre avis, maintenant que vous avez identifié les gènes, il vous faudra combien d'années pour traiter? Et il a pris un risque, il a dit, je pense, 3 ans. Il a fallu 17 ans pour et 17 ans d'un travail acharné, d'un soutien continu de la part de l'AFM, de la part aussi de l'association ELA, mais de la part du Téléthon, sans quoi ces travaux n'auraient pas abouti. Hein, c'est un travail sur le long terme. Développer des médicaments, ça prend beaucoup de temps. Je reviendrai là-dessus. Mais finalement, c'est un peu ça l'histoire de la médecine. Ça a toujours été comme ça. Vous avez une maladie très déprimante, et puis vous avez un espoir de traitement. Très souvent quand c'est un traitement nouveau, ça fait naître beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, un peu trop. Les premières déceptions, alors là le moral retombe même encore en dessous de 0, on dit que ça ne marche pas, c'est terrible, et puis petit à petit, parce que les chercheurs sont obstinés, parce que les malades sont là et parce qu'il faut continuer à se battre, on remonte la pente et on finit par mettre au point le traitement. C'est comme ça que l'histoire des transfusions sanguines s'est révélée, c'est comme ça que les greffes d'organes ont pu être faites. Au début ça ne marchait pas, au début on transfusait du sang qui n'était pas compatible, on ne savait même pas qu'il fallait du sang compatible, donc on tuait les gens. Et après il fallait comprendre pourquoi, et une fois qu'on a compris pourquoi, aujourd'hui c'est des millions et des millions de personnes qui sont sauvées par la transfusion, par greffe d'organes, par greffe de moelle osseuse, par d'autres choses qu'on appelle des anticorps monoclonaux, et maintenant par thérapie génique. Et Généton entame une nouvelle vie, continue de travailler à mettre au point des produits de thérapie génique, mais maintenant on passe à une nouvelle étape, qui est l'étape quasiment industrielle, parce qu'il faut traiter de plus en plus de malades, il faut mettre au point des outils qui vont être mis à disposition de la communauté scientifique pour de plus en plus de projets. Ce que vous voyez là, c'est un bâtiment qui est d'ailleurs maintenant sorti de terre, il va être inauguré le 30 novembre, à Évry, juste à côté des laboratoires Généton et de l'AFM. C'est le plus grand centre au monde de production de produits de thérapie génique. Et ça va être mis à disposition de la communauté scientifique. Encore une fois, une stratégie d'intérêt général, la mise au point d'outils et la mise à disposition pour le plus grand nombre. C'est ça la stratégie du Téléthon. Alors, je vais aller un peu plus vite maintenant pour passer sur quelque chose qui est plus compliqué, mais on parle de chirurgie de l'ADN ou chirurgie de l'ARN. Et je vais parler de la myopathie du gène. Ce que vous avez là, c'est des fibres musculaires au microscope qui sont coloriées en vert parce qu'ils ont une protéine qui s'appelle la dystrophine. Et cette protéine est normale, c'est un muscle normal. Ce que vous avez là, c'est un muscle Duchenne. La protéine est absente, et du fait de l'absence de cette protéine, les cellules musculaires sont fragilisées, les muscles cassent, et petit à petit s'affaiblissent, et ça provoque la maladie qu'on connaît. Et puis des chercheurs ont remarqué, en faisant leur diagnostic, que de temps en temps, on retrouvait quand même une fibre toute seule, là, au milieu d'un muscle où il n'y a rien, qui avait quand même de la protéine. Elle est là. C'est bizarre parce que c'est quand même une maladie, on ne s'attend pas à la trouver. Ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. Alors, c'est la seule partie un tout petit peu compliquée de mon topo, enfin je crois, parce qu'on parle de saut d'exon. Alors, en fait, un gène, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je l'ai symbolisé ici par une succession de lettres. Alors, imaginez, le gène de la dystrophine, qui est responsable de la myopathie du chêne, c'est 2 300 000 lettres, hein, donc j'en ai pris un petit peu. Et encore, c'est normal, il n'y a que 4 lettres différentes. Mais vous avez une phrase avec des lettres, il y a des mots qui veulent dire quelque chose et des mots qui ne veulent rien dire. Les mots qui veulent dire quelque chose, c'est ceux qui sont nécessaires à la fabrication de la protéine, on appelle ça des exons, c'est ce qui figure en rouge. Les mots qui ne veulent rien dire, on appelle ça des introns. Et la cellule, au moment où elle va lire cette information, elle va enlever les introns pour ne faire apparaître que les lettres qui lui sont utiles. Ceci est une bonne protéine. Voilà, c'est les exons. Ça les symbolise. Alors, il peut y avoir une mutation dans une partie du gène, et puis d'un seul coup, l'information n'est plus bonne. Et ceci est une drôle protéine, ça ne veut plus dire grand-chose, et la protéine qui va être fabriquée n'est pas normale. Elle ne va pas fonctionner. Alors, le principe du saut d'exon, c'est
c'est une forme particulière de thérapie génique, on va le sauter. On va essayer de ne garder que l'information qui est utile et d'oublier la partie qui est anormale. Et ça donne, ceci est une protéine, ça veut dire quelque chose. La protéine va être un peu plus petite, mais elle va fonctionner. C'est le principe du saut d'exemple. On va forcer le gène à être plus petit, à permettre de fabriquer une protéine plus petite mais fonctionnelle. Il se trouve que la dystrophine, c'est un peu comme un collier avec des perles les unes à la suite des autres. Si vous enlevez un maillon, le collier est un peu plus petit, mais il peut quand même marcher. Et c'est exactement ça le principe du saut d'exemple. Pour faire ça, on utilise des molécules. Alors, des molécules qui vont aller cacher l'exon qui est figuré en rouge ici, qui vont le masquer, et au moment où la cellule va lire l'information, elle va l'oublier, elle va le sauter. Et elle va garder que les autres exons qui, eux, ne sont pas masqués. Et il faut trouver des molécules qui sont capables de faire ça, et les synthétiser, et ensuite administrer ça aux cellules. Alors, voilà un muscle normal, voilà un muscle du chêne. Vous voyez, il n'y a pas la dystrophie, sauf cette petite fibre-là, que de temps en temps on peut trouver. Et voilà un muscle d'un malade qui avait participé à un essai où on a injecté une molécule qui faisait ce saut d'exemple. Et donc vous retrouvez la dystrophine fabriquée. Elle est un peu plus petite, mais elle est là et elle fonctionne. Voilà ce que ça donne chez un chien. Alors ceci est fait au Japon. Ce chien est atteint de myopathie du chêne. Vous voyez, il est tout jeune, normalement il devrait sauter, gambader, jouer avec les vétérinaires. Et en fait, il est assez faible, il a du mal à maintenir sa tête, parce que les muscles de son cou sont trop faibles. Vous voyez, il n'arrive pas à courir. Il est très souvent plantigrade. Normalement, les chiens sont sur leurs ongles, pas sur leurs pattes. Et lui, il a tendance à être sur ses pattes. Et puis il a la langue qui pendouille parce qu'il faut des muscles aussi pour maintenir sa langue, et il va s'arrêter parce qu'il est fatigué. Mais bon, il est quand même assez content. Et voici son frère. Donc il est censé être malade, il a été traité par saut d'exemple. Et il se met à courir. Alors il a encore la patte avant droite qui n'est pas bien assurée, hein, mais c'est le jour et la nuit par rapport à son frère. Et ces molécules-là sont en essai clinique. On est maintenant au stade des essais de phase 3, c'est-à-dire la phase ultime des essais cliniques, essais à grande échelle, dans la myopathie du chêne, et ça vise un exon, une partie particulière du gène de la dystrophine, qui est l'exon 51. Il y en a 79 de ce gène de la dystrophine, et c'est le 51 qui est sauté. Alors, ça, c'est un nouveau type de médicaments qui sont développés. Et on force la synthèse d'une protéine qui est plus petite mais fonctionnelle. Ça peut être utile pour des maladies génétiques. Mais on peut aussi sauter des exons qui sont complètement nécessaires à la fonction des protéines. Et si ces protéines-là, c'est des protéines de cancer ou des protéines de virus, en inactivant ces protéines, on va mettre au point des nouveaux traitements contre le cancer ou contre les maladies infectieuses. Et donc, cette nouvelle technologie qui est en train de faire ses preuves dans une maladie génétique, elle va ensuite se décliner pour des maladies beaucoup plus fréquentes et qui nous concernent tous. Et j'arrive à la dernière partie de ce topo, des exemples de traitements sur des maladies rares et qui ont un intérêt pour les maladies fréquentes. Je vais commencer par la cécité. Vous voyez, ce n'est pas une maladie neuromusculaire. La FM n'est pas concernée que par les maladies neuromusculaires. La cécité a de multiples causes. Il y a aussi des causes génétiques. Et c'est le cas des rétinites pigmentaires. Les rétinites pigmentaires touchent ces cellules-là. Alors ça symbolise la rétine. Ce sont les neurones de la rétine. Et il y a une couche de cellules à la base de la rétine qu'on appelle des cellules épithéliales, qui sont des cellules nourricières pour les neurones de la rétine. Et ces cellules peuvent être touchées par une maladie génétique. C'est par exemple l'amorose congénitale de Leber. C'est une maladie qui provoque la cécité vers 20 ans.
à peu près. C'est 6% des cas d'amorose congénitale de Leber qui sont dus à un gène particulier. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, les chercheurs, désolé, il s'appelle RPE65, ils auraient pu l'appeler marguerite ou je sais pas quoi, mais bon. Alors, ce que vous voyez là, c'est la couche de cellules épithéliales, donc c'est ce qui est symbolisé ici. Ça, c'est au microscope. Ce qu'on voit ici, c'est les photorécepteurs, les cellules neuronales, celles qui reçoivent la lumière et qui transmettent ensuite l'influx électrique. Et ça, c'est une rétine normale. Et voici une rétine malade. Voilà la couche de cellules épithéliales. Et vous remarquez qu'elle n'est pas aussi foncée que là, parce qu'en fait, il lui manque la protéine. Et du coup, les photorécepteurs ont disparu, ils meurent. Alors, a été mis au point par différentes équipes, en Angleterre, aux États-Unis et en France, à Nantes, avec le soutien du Téléthon, une thérapie génique où on injecte dans l'œil un vecteur qui porte le gène normal et qui va ensuite permettre de fabriquer la protéine par les cellules épithéliales. Alors, il se trouve qu'il y a les chiens briards sont des chiens qui très souvent sont aveugles. Et ils ont souvent un problème génétique qui réside dans le même gène que le gène humain. C'est le gène RPE65 du chien qui est en l'occurrence touché et il devient progressivement aveugle. Voilà une rétine d'un chien normal. Voilà une rétine d'un chien malade. Vous voyez, il lui manque cette couche rouge, c'est là où se trouvent les cellules épithéliales, donc la protéine n'est pas là. Et voilà un chien après un traitement par un vecteur particulier, un virus particulier, qui est un des virus qui d'ailleurs ne donne aucune maladie, qu'on appelle un virus AAV, il ne donne aucune maladie chez l'homme. Et ce virus, très précis, va dans la couche de cellules épithéliales et va permettre de faire fabriquer la protéine par les cellules épithéliales. Donc ce chien briard, il est aveugle. Il ne voit pas les obstacles. C'est des petits cartons, donc c'est ce qui est fait à Nantes. Il va chercher sa pâtée, ça il la sent. Mais par contre, il ne voit pas les obstacles. Vous pouvez les changer de place, évidemment, il ne voit rien. Donc il va être anesthésié et on lui injecte dans l'œil ce vecteur de thérapie génique. Voilà. Et quelques semaines après, voilà, il a retrouvé la vue. Il contourne les obstacles. Vous pouvez aussi les changer de place. Il va parfaitement distinguer son chemin. Voilà. Et ça fait l'objet maintenant d'essais cliniques. Il y a des personnes d'ailleurs, il y a des tests qui sont pratiqués tout à fait identiques à celui-là, dans des pièces sombres en plus, avec des personnes qui sont traitées par thérapie génique, des adultes et des enfants, et des personnes qui arrivent à contourner les obstacles. Et donc là, il y a un essai en France qui va démarrer en 2011, l'équipe de Fabien Aroli, avec ce vecteur qui est le vecteur qu'il faut pour traiter cette maladie. Et ça ouvre la voie donc, à une thérapie génique de cette maladie rare qui est la rétine pigmentaire. Mais il se trouve que des maladies de la vision, il y en a beaucoup et qu'on peut envisager de les traiter avec des gènes. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la cécité liée au vieillissement. C'est pas une maladie génétique, mais il y a un phénomène anormal de prolifération de vaisseaux sanguins dans la rétine et ça va faire mourir les neurones. Et or, il existe des gènes qui empêchent la formation de vaisseaux sanguins et donc en administrant ces gènes dans l'œil, on peut prévenir cette dégénérescence maculaire. Et dans le diabète, alors c'est un peu l'inverse, il n'y a pas assez de vaisseaux sanguins, pas assez d'oxygène qui arrive aux cellules qui meurent, qui sont très fragiles. Là, le principe, c'est d'amener des gènes qui vont forcer la fabrication de vaisseaux sanguins, donc permettre de continuer à fournir du sang à la rétine. Et donc, on peut envisager des traitements avec des gènes soit anti-angiogéniques, donc qui empêchent la formation de vaisseaux sanguins, ou des gènes pro-angiogéniques, favorisent la formation de vaisseaux sanguins pour traiter des maladies extrêmement fréquentes, avec les outils qui ont été développés pour l'amorose congénitale de Leber. Les mêmes vecteurs, les mêmes virus, mais avec des gènes thérapeutiques différents. Ça ouvre la voie à des maladies très fréquentes. L'avant-dernier exemple, c'est la cachexie. Alors, je vais un tout petit peu parler de la régénération du muscle. Le muscle, c'est un peu comme le foie ou la peau. Quand il est blessé, il peut régénérer, il repousse. Grâce à des cellules souches adultes, qui sont présentes dans le muscle, 1% des noyaux, 1% des cellules qui sont là, c'est des cellules souches. Et quand le muscle est blessé, elles se mettent à proliférer. Voilà
voilà des cellules qui se mettent à proliférer, puis à fusionner et à reformer progressivement une fibre musculaire normale. Voilà un muscle du chêne. C'est un muscle au départ. Les enfants du chêne, ils ont une force normale. Ils sont debout, ils courent, ils ont une force normale. Petit à petit, leur fibre musculaire casse du fait de la maladie, mais le muscle régénère. Vous avez une prolifération de cellules souches. De plus en plus, elles fusionnent, elles reforment des fibres, et elles reforment un muscle, avec un petit peu d'inflammation par-ci par-là, mais il se reforme, il régénère en permanence. Et à un moment donné, ces capacités de régénération sont dépassées. Il n'y a plus assez de muscles qui se reforment, il y a trop de fibres qui cassent et pas assez de muscles qui se reforment, plus assez de cellules souches, en tout cas pas assez actives. Et petit à petit, il y a de moins en moins de fibres qui sont fabriquées, il y a de moins en moins de fibres musculaires présentes et le muscle s'affaiblit. Et c'est ce qui explique la dégradation progressive de la force musculaire dans beaucoup de maladies du muscle. Et donc, ça a donné l'idée à des chercheurs de se dire, bah tiens, si j'ai été capable de récupérer ces cellules souches, puis de les faire pousser en culture, d'en avoir beaucoup, de les réinjecter dans un muscle, je peux favoriser la régénération du muscle. Donc je peux aider le muscle à garder sa force, indépendamment de l'atteinte génétique. C'est ce qui est fait, donc on prélève une petite biopsie, on met ça en culture, puis on réinjecte dans le muscle malade. Alors, on prend des cellules de donneurs sains, puis on les injecte chez les malades. Ça ne marche pas très bien. En revanche, ça peut marcher pour des petits muscles. Et il y a en particulier une maladie qui s'appelle la dystrophie musculaire oculopharyngée. Et cette maladie provoque parfois le décès chez les patients parce qu'ils avalent de travers, leur muscle de la déglutition ne fonctionne pas bien, ils font des fausses routes, ils s'asphyxient. Et le principe, c'est au moment d'une intervention chirurgicale qui est pratiquée couramment pour essayer de soulager un peu le muscle, on injecte des cellules souches qui sont prélevées dans les muscles qui sont prélevés ailleurs chez le patient mais qui fonctionnent bien. On prélève ces cellules et on les injecte dans ces petits muscles qui contrôlent la déglutition. Donc ça fait l'objet d'un essai clinique dont les résultats sont attendus sous peu à Paris. Il y a d'autres maladies comme ça qui vont pouvoir être abordées. Mais on peut aussi traiter l'infarctus du myocarde. Le principe, c'est des cellules des muscles en périphérie, on les injecte dans la partie du cœur qui est malade, parce que le cœur, lui, ne régénère pas, il ne peut pas régénérer, il n'a pas de cellules souches suffisamment performantes, et donc on lui amène des cellules souches musculaires, et ça permet de restaurer une fonction cardiaque. Donc ça fait l'objet d'essais cliniques avec des résultats qui sont assez mitigés, mais avec quand même des améliorations, et puis on commence à identifier d'autres types de cellules souches, mais le principe a été établi, et vous voyez, on est parti d'une maladie neuromusculaire qui n'a rien à voir avec ça, et avec des applications qui concernent tout le monde, parce que l'infarctus nous guette tous. Et alors voilà un exemple très différent de comment faire pousser du muscle. Alors ce que vous avez ici, alors il y a différentes races bovines très musclées. Il y a les vaches bleu blanc belges, il y a des piémontaises, enfin il y a différentes races bovines qui sont élevées pour leur richesse en viande, c'est du muscle. Et ce que vous voyez ici, là, c'est pas un bovin, c'est un lévrier. Et en fait, on s'est aperçu que ces animaux, alors ces bovins, ils sont pleins de muscles, ces lévriers qui courent, alors là, il y en a un qui est passé, vous l'avez pas vu, c'est normal, il est allé trop vite. Ces animaux ont une mutation génétique dans un gène qui permet la fabrication d'une hormone qui s'appelle la myostatine. C'est une hormone qui freine la croissance du muscle. Il y a des hormones qui augmentent la masse musculaire, mais il y en a aussi qui la diminuent. Et en fait, ces animaux ne fabriquent plus cette hormone qui diminue la masse musculaire. Alors du coup, le muscle, il devient énorme. D'où ce phénotype, on appelle ça. Alors, les chercheurs, ils ont continué à travailler, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe chez la souris si j'inactive le gène qui contrôle la fabrication de la myostatine? Donc si je le bloque. Voilà une souris normale. Voilà une souris myostatine, une souris Schwarzenegger. Voilà les muscles d'une souris normale. Voilà les muscles de la souris mutée. Donc en inactivant le gène de la myostatine, on augmente la masse musculaire chez la souris. Bon, et chez l'homme. Alors a été identifiée en Allemagne une famille de personnes très musclées. Il y avait alors, le grand-père extrêmement fort, la mère athlète de haut niveau, non dopée,
Et elle a donné naissance à un gamin extrêmement fort. À 3 ans, il tient un poids de 5 kilos sans faiblir, comme ça. Et donc, ils ont demandé à cette famille si elle voulait bien autoriser une petite prise de sang. Ils ont analysé l'ADN contenu dans ces cellules et ils sont aperçus qu'il y avait la même mutation que chez les bovins ou chez les vivriers dans le gène de la myostatine. Donc chez l'homme, ça veut dire que s'il n'y a plus de myostatine ou peu de myostatine fabriquée, on peut augmenter la masse musculaire. Et alors là, ça ouvre la voie à des thérapeutiques. Alors ça symbolise ce qui se passe, ça c'est l'hormone myostatine. Elle va se fixer sur une protéine particulière, sur des récepteurs à la surface du muscle. Et une fois qu'elle est fixée, elle va engendrer toute une cascade de mécanismes qui vont freiner la croissance du muscle. Et donc si on bloque soit l'hormone, soit le récepteur sur lequel se lie cette hormone, bon, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'elle a eu. Alors, ça, maintenant, ça fait l'objet d'essais cliniques. C'est-à-dire qu'ont été mis au point des molécules qui neutralisent non pas le gène, mais la protéine, l'hormone. Donc on ne joue pas sur le gène, on joue sur l'hormone. On va empêcher la liaison de cette hormone au muscle. Et à ce moment-là, on espère augmenter la masse musculaire. Alors ce qui a été observé dans les premiers essais, ça a été fait sur des volontaires, des femmes de plus de 60 ans. Il a été observé une augmentation de leur masse musculaire et une diminution de leur masse graisseuse. Je suis sûr que ça va intéresser du monde. Pas que les femmes, évidemment. Et maintenant, alors évidemment, ce qui était le plus important de l'essai, c'était pas ça, c'était de montrer que les molécules qui sont utilisées de manière sûre, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, avant d'aller plus loin. Et maintenant, un essai débute sur des duchesnes pour voir si on peut réaugmenter leur masse musculaire, ce qui va permettre de préserver la force, indépendamment de l'atteinte génétique. Donc là, ça ouvre des perspectives pour beaucoup de maladies neuromusculaires, et ça ouvre des perspectives pour tous les phénomènes de fonte musculaire qu'on observe dans beaucoup de maladies. Le sida, ils sont squelettiques, les personnes en phase terminale, parce qu'ils perdent leur muscle. Et le muscle, c'est une réserve d'énergie extrêmement importante. C'est ce qui précipite le décès. Dans le cancer, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle la cachexie. C'est la fonte musculaire. Et donc, tout ce qui permettrait de préserver cette masse musculaire, par exemple, avec ces molécules, ça permettrait d'augmenter l'espérance de vie de ces malades, indépendamment d'autres traitements. L'important, c'est de préserver le muscle. Et puis, c'est vrai aussi dans le vieillissement, puisque au fur et à mesure de notre vieillissement, on perd du muscle, de plus en plus de muscles. Et donc, ça pourrait permettre aux personnes âgées d'avoir un meilleur confort de vie. Et peut-être de vivre plus longtemps, parce que le muscle, c'est une réserve d'énergie extrêmement importante. Donc, vous voyez, on est parti d'une mutation particulière. Alors là, on est parti des bovins, des lévriers. Mais c'est vrai aussi chez le mouton. Enfin, je pourrais montrer des photos de beaucoup d'animaux très musclés. Une application pour des maladies rares, la myopathie, et puis un champ qui s'ouvre énorme pour beaucoup de monde. Je vais passer sur les cellules souches parce que j'ai pas le temps passe vite. Juste un mot sur ce qui a été fait à ISTEM récemment. ISTEM a mis au point un système permettant de recréer de la peau humaine à partir de cellules souches embryonnaires. Et ça ouvre la voie à des maladies génétiques de la peau, mais aussi au traitement des grands brûlés. Donc les recherches étaient faites au départ, évidemment, pour les maladies génétiques, mais c'est cette découverte-là qui avait été annoncée l'année dernière, qui avait fait beaucoup de bruit. Ça ouvre la voie à beaucoup d'autres maladies, aussi le diabète d'ailleurs, parce que on a beaucoup de mal à cicatriser, et là ça permettrait de cicatriser beaucoup plus facilement, puisqu'on regreffe de la peau, et donc pour les grands brûlés. Et le dernier exemple, c'est la progéria. Voilà un enfant, a priori tout à fait sain, à 10 mois, le voilà à 14 ans. Il est atteint d'un vieillissement accéléré, c'est une maladie extrêmement rare, 25 familles en Europe,
Le gène qui est responsable de cette maladie provoque un vieillissement accéléré. C'est toutes les conséquences liées au vieillissement, hémorragie cérébrale, maladie cardiovasculaire, ostéoporose, perte des cheveux, la peau qui se flétrit. Voilà, c'est le vieillissement, mais à la vitesse grand V. Et leur espérance de vie, c'est une quinzaine d'années. Le gène a été découvert en 2003 par l'équipe de Nicolas Lévy à Marseille, avec les dons du Téléthon. Et il a montré que ce qui se passait dans les cellules, c'était la protéine était bien fabriquée, mais sous une forme anormale. C'était une drôle protéine. Et elle s'accumule dans les cellules et elle perturbe le fonctionnement de la cellule et elle provoque ce vieillissement. Et ils ont remarqué qu'on pouvait agir sur la manière dont cette protéine s'accumulait en utilisant 2 médicaments qu'on trouve en pharmacie. Il y en a un qui permet de traiter l'hypercholestérolémie, ça tombe bien puisque le cholestérol c'est un problème aussi lié au vieillissement, et l'autre contre l'ostéoporose, et là aussi on le retrouve dans le vieillissement. Mais en combinant très précisément ces 2 médicaments, on peut empêcher l'accumulation de cette protéine toxique. Voilà une souris normale, voilà une souris progéria, alors elle prend beaucoup moins de poids, elle perd ses poils, elle fait de l'ostéoporose, elle vieillit et elle meurt prématurément. Et voilà une souris progéria traitée par ces 2 médicaments. Son espérance de vie augmente, elle reprend du poids, elle retrouve ses poils, et ça c'est un noyau anormal dans les cellules progéria, et ça c'est un noyau de cellules traitées par ces 2 médicaments. Et ça fait l'objet maintenant d'un essai clinique. Tous les enfants européens vont à Marseille se faire traiter. Et cet essai a démarré il y a maintenant un peu plus d'1 an. Les premiers résultats vont être communiqués. Alors comme il n'y a pas de journalistes dans la stage, je peux le dire. Les enfants qui ont commencé leur traitement il y a 1 an, ils voient leur poids augmenter, ils font plus d'ostéoporose, leurs problèmes cardiovasculaires disparaissent. C'est extraordinaire. Et voilà, Mégane, dont certains se souviennent, Mégane était atteinte de progéria. Lorsque la décision de lancer l'essai clinique avait été prise par l'équipe de Nicolas Lévy, ils faisaient leur réunion, ou à la fin de la réunion, ils sont sortis disant maintenant on va démarrer l'essai, on a réuni tout ce qu'il fallait, les documents réglementaires, on a beaucoup travaillé avec eux pour convaincre les agences réglementaires de démarrer l'essai. On les a accompagnés dans toutes les affaires réglementaires. Nicolas Lévy reçoit un coup de téléphone de la mère de Mégane qui lui annonce le décès de Mégane. Voilà, l'urgence de la maladie. Un exemple très frappant. Alors, on est plein d'espoir. Nicolas Lévy continue d'améliorer son approche thérapeutique, mais ça ne touche que 25 personnes en Europe. Et pourtant, j'ai expliqué que ça peut concerner tout le monde. Voilà des cellules d'un enfant de 9 ans. Ce sont les noyaux des cellules qui sont tout à fait normaux. Voilà des noyaux de cellules progéria. Vous voyez, ils sont anormaux. Voilà des noyaux d'une personne de 96 ans, mais pas progéria, évidemment, mais une personne normale qui a vieilli. Elle a exactement le même phénomène que dans la progéria. Et on retrouve la même protéine anormale qui s'accumule dans les cellules. Donc en fait, notre vieillissement à nous, il passe à un moment donné par un mécanisme qui est le même que celui responsable de la progéria. Simplement, pas du fait d'un défaut génétique, mais tout simplement parce que c'est l'effet du temps. Et dans les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses et des trithérapies contre le sida, se produit un vieillissement accéléré dans les cellules. C'est-à-dire qu'on retrouve la même protéine que dans la progéria qui s'accumule dans les cellules sous l'effet de la chimiothérapie et de la trithérapie. Et actuellement, l'équipe de Nicolas Lévy réalise un essai chez les patients atteints de sida pour préciser les choses et pour pouvoir ensuite proposer un traitement, le même traitement que la progéria, qui va permettre de réduire les effets secondaires de la trithérapie, même d'augmenter les doses de médicaments de trithérapie, puisqu'il y aura beaucoup moins d'effets secondaires, il y aura plus de vieillissement accéléré dans les cellules. En augmentant les doses des traitements de trithérapie, on va augmenter leur efficacité. Donc c'est un traitement qui va permettre de mieux supporter le traitement contre le sida ou contre le cancer, et peut-être même d'améliorer son efficacité. Et vous voyez,
Et on est parti d'une maladie qui touche 25 personnes en Europe. Et tout ça, ça coûte très cher. Et je vais finir là-dessus parce que j'ai été long, comme d'habitude. J'étais pas loin des 3h30. Il fallait, dans les années 70, 4 ans pour développer un médicament. C'est le moment où vous avez quelque chose que vous pensez être efficace et vous démarrez un essai clinique, et le moment où vous recevez ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire la reconnaissance du traitement. Il fallait 4 ans et ça coûtait 50 millions de dollars pour les maladies classiques. Aujourd'hui, il faut 15 ans et 1 milliard. Développer un médicament, c'est extrêmement coûteux. Et pour les maladies rares, même si elles concernent peu de patients, c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Il faut plusieurs télétons pour développer un médicament. Et on ne parle pas d'une maladie, on parle de centaines de maladies. Et pour essayer de contourner cette difficulté, évidemment, l'AFM ne travaille pas seule. L'AFM passe des partenariats avec l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'Hôpital de Paris, l'Institut Pasteur. On a des partenariats dans beaucoup de domaines, avec d'autres associations, bien évidemment. J'en ai listé quelques-unes, Vaincre la mucoviscidose, Rétina France pour les maladies de la vision, etc., etc. Des associations américaines, européennes. Avec l'industrie, j'ai listé quelques entreprises de biotechnologie et même des grandes industries pharmaceutiques, parce que c'est aussi leur métier de développer des médicaments, et que comme ils peuvent y trouver un intérêt pour des maladies fréquentes, c'est du gagnant-gagnant. Et puis on a mis en place aussi des réseaux avec des financements européens, des réseaux européens pour avancer plus vite et mieux. C'est la plateforme Maladies Rares qui est à Bruxelles, dont les nouveaux locaux ont été inaugurés il y a quelques semaines par la ministre de la Santé. Dans la plateforme Maladies Rares, qui est financée à 90% par l'AFM, donc par le Téléthon, il y a en particulier l'Alliance Maladies Rares, plusieurs centaines d'associations Maladies Rares regroupées au sein de l'Alliance. C'est Eurordis, qui est une association européenne, financée pratiquement entièrement par l'AFM, qui porte la voix des maladies rares au niveau européen, et elle regroupe plusieurs centaines d'associations au niveau européen. C'est le plan Maladies Rares. Ce plan Maladies Rares avait été établi par le ministère de la Recherche avec l'AFM, avec le Téléthon, pour les années 2005-2008, et on attend la reconduction de ce plan avant, normalement, la fin de l'année. On a beaucoup travaillé dessus, et j'espère que les propositions qui ont été faites vont être prises. Et ce plan Maladies Rares, c'est à la fois pour l'amélioration de la prise en charge des malades, pour des financements ciblés de la recherche, par l'État et par l'AFM, parce que le plan Maladies Rares, c'est 95% de l'AFM, ce dit en passant. Et puis, mais ce modèle-là, il fait tache d'huile. Le Conseil de l'Europe, en 2009, a adopté une résolution qui oblige tous les pays européens à adopter un plan Maladies Rares dans son pays. C'est-à-dire que le French Model, ça c'est pas nous qui l'avons inventé, ce French Model, maintenant tous les pays européens sont en train de l'adopter. C'est parti d'une association de malades et de parents de malades avec l'argent du Téléthon. Voilà, j'ai parlé de traitements. Il y a des maladies pour lesquelles il y a des traitements, je n'ai pas développé avec certains médicaments. C'est des l'espérance de vie qui a augmenté, c'est des guérisons qui ont été démontrées, c'est des nouvelles technologies qui ont été mises au point et qui nous concernent tous, des thérapies innovantes, mais des moyens pour pouvoir les mener toutes de front. Ceci est Évry. En 1995, vous avez l'AFM, les locaux de l'AFM qui sont indiqués, le laboratoire Généton, et puis il y avait une petite bibliothèque qui était présente, c'était un désert. Autour de l'AFM, le Centre national de séquençage, le Centre national de génotypage, c'est-à-dire les outils de Généton qui ont été donnés à l'État. Les locaux sont sortis de terre à ce moment-là. Et puis, de plus en plus d'acteurs ont commencé à s'agréger autour de la Génopole. La Génopole a été voulue par l'AFM. D'ailleurs, le nom, c'est une marque déposée qui appartient à l'AFM. Et la Génopole, c'est 70 biotech, des unités INSERM, 2300 emplois, rien que donc sur Évry. Et tout ça a été rendu possible à l'initiative de l'AFM avec les fonds du Téléthon. Et pour conclure, c'est un extrait d'un rapport du LEM, les entreprises du médicament, c'est le syndicat d'industrie pharmaceutique, qui dit la France a une réelle avance dans le domaine des maladies rares, et expliquant que 70% des recherches sur les maladies rares qui sont menées en France, c'est l'AFM, c'est le Téléthon.
Voilà. Parfois il y a des difficultés, alors bon, mais on arrive toujours à les contourner et on continuera à les contourner, ces difficultés. Et je crois l'essentiel de ce qui est porté par l'association, ce qui est porté par le Téléthon, c'est exactement ça. C'est le patient qui est au centre de tout. C'est lui qui doit. L'association sont les patients qui sont pris en charge, qui se sont dressés contre la maladie et contre les événements, parce que personne ne s'intéressait à leur maladie. Et tout le monde collabore autour d'eux, chercheurs, cliniciens, les pouvoirs publics, l'industrie, et vous, parce que c'est vous le Téléthon. C'est vrai que 50% des fonds, c'est le terrain, mais c'est cette alchimie entre le terrain et la télévision qui fait que le Téléthon marche, parce qu'il y a d'autres événements télévisés de collecte de fonds qui sont menés, parfois sur des durées beaucoup plus longues que les 30 heures du Téléthon, et qui récoltent 20 fois moins. C'est parce que le Téléthon est unique, et ça, il ne faut pas le casser. J'espère que je vous ai convaincu. Je vous remercie. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...